LGDV, la guerre des vieux, épisode 3 du livre 2. Jour 6, une rencontre intéressante. Au jour 12, kidnapping. Auteur Amar Belmostefawi. Images d'illustration Karen Gallego. Le contenu du livre 2 ou bien celui du livre 1 vous plaît? Partagez dans ce cas avec vos proches. Je pose des questions à la fin de chaque épisode. Bonne écoute et bon visionnage à vous. Jour 6. Une rencontre intéressante. Le trajet s'est passé sans encombre. Nous avons pris le métro jusqu'à notre point de rencontre. Nous étions nombreux mais pas suffisamment à mon goût. Même si cette manifestation était de dernière minute, étant en période estivale, la canicule était bien présente. De plus, beaucoup étaient en vacances. Ils ne sont donc pas revenus de leur séjour afin de manifester leur mécontentement. Nous avons donc marché jusqu'au ministère, brandissant des pancartes et en criant des slogans. Je n'aime pas trop ce genre de manifestation pacifique. Comme indiqué auparavant, seule la force permet au peuple de se faire entendre, surtout face à une grande injustice. Les services d'ordre l'ont bien intégré. Lorsque nous sommes arrivés devant le bâtiment public, j'ai rapidement compris qu'un guet-apens se profilait. J'ai crié de toutes mes forces qu'il fallait reculer et faire marche arrière. Peu m'ont écouté ou ont eu le temps de retourner sur leurs pas. Le restant des manifestants a été encerclé et un passage à tabac a eu lieu. Quand nous sommes retournés sur les lieux, des personnes étaient à terre, certaines victimes semblaient inertes, d'autres tentaient de s'échapper en rampant. La blessure la plus fréquente était la tête en sang. L'objectif était non seulement de créer de l'effroi chez les manifestants, de marquer leur tête et leur esprit, mais aussi de tuer. Au minimum, les gens ont été gazés. Heureusement que j'avais conservé du décontaminant. Il était périmé, mais il faisait encore son effet. J'avais un goût amer dans la bouche, mais j'avais rapidement pu nous retirer les effets désagréables du gaz lacrymogène. Les rares manifestants qui ont fait part de leur mécontentement et de courage en revenant sur les lieux ont subi un deuxième assaut. Nous avons de nouveau pris la fuite pour nous réfugier au café de la gare. C'est à ce moment que nous avons fait la connaissance d'un économiste. Le peu que nous avons pu échanger avec ce dernier a été d'une très grande richesse intellectuelle. Par chance, ce monsieur, dénommé Henri, reprenait le même train que nous. Il habitait dans la même région. Comme la manifestation avait été dispersée plus tôt que prévu, nous avons donc pris le chemin du retour plus tôt. Nous avons bu les paroles de cet homme qui nous a expliqué pourquoi les gouvernements avaient passé cette loi E70. Les raisons de la loi E70. Il a commencé par nous expliquer le terme E70. Sans surprise, cela veut dire économie sur les 70 ans et plus. Il y a trop de retraites à payer. Le nombre d'actifs étant de moins en moins nombreux, les pays de la vieille Europe ont ouvert leurs frontières à la main-d'œuvre étrangère. Étant donné que le salarié sait qu'il ne peut pas évoluer et avoir un salaire correct, celui-ci a abandonné son poste au profit d'une main-d'œuvre bon marché. De plus, l'automatisation des tâches, ou tout simplement le remplacement de l'homme par la machine, a permis aux entreprises une meilleure rentabilité. Exprimé d'une manière comptable, le poste qui génère le plus de coûts dans une société est celui des charges salariales. Étant donné qu'il y a moins de postes à pourvoir, que la moitié des postes ont été supprimés, la loi de l'offre et de la demande s'applique. Qui dit plus de personnes à chercher un travail, dit un salaire moindre. De ce fait, un salaire plus faible engendre moins de cotisations sociales. Ces dernières alimentent les retraites des papy-boomers, mais sont insuffisantes au vu du nombre de personnes retraitées. Je me répète, ce sont les dires de l'économiste. Même les personnes qui sont venues par bateau, à pied et ou entassées dans des camions ne veulent pas travailler pour les salaires proposés. La plupart préfèrent profiter du système en restant oisifs. Je trouvais ce dernier propos déplacé. Tous ces événements ont enrichi les sociétés, les grands groupes, les actionnaires demandant toujours plus de résultats, de retours financiers. Les répercussions sont bonnes à court et moyen terme. Par contre, cela a eu des effets très néfastes sur le long terme. Il fallait prendre une décision qui équilibrerait la balance. La loi E70. Bien évidemment, d'autres mesures ont été prises avant. Recul de l'âge des retraites, une retraite fixée pour tous au SMIC, suppression des personnels soignants dans les hôpitaux publics afin de ralentir la prise en charge des patients et indirectement augmenter le nombre de morts, privatisation des soins pour favoriser les plus fortunés, suppression des remboursements des soins pour une prise en charge individuelle, etc. Cet homme nous a fait part de sa situation. Âgé de 57 ans, comme beaucoup de particuliers,
Il a fait un crédit sur une durée de 20 ans afin de devenir propriétaire. Salarié en banque, il a obtenu son crédit à taux fixe, à taux préférentiel, auprès de la même banque qu'il emploie. Les taux ayant chuté du fait de la crise, la banque a réduit ses effectifs. Il s'est retrouvé sans emploi à rembourser un crédit à son ancien employeur. Fort heureusement, il a réussi à rebondir professionnellement et à trouver un poste moins rémunérateur, celui de professeur. Le nombre de fonctionnaires étant en nette diminution, il n'a jamais pu être titularisé. Il a pourtant tenté de passer un concours, toujours plus difficile, afin de devenir fonctionnaire. Il ne l'a jamais eu. Il a enchaîné contrat sur contrat. Entre-temps, sa femme l'a quitté, embarquant les 2 enfants et demandant à récupérer la totalité du bien immobilier. En plus de payer une pension pour les enfants, il se retrouve à continuer de payer le prêt d'une maison dans laquelle il ne réside plus. En espérant que tout se passe bien, il pourra prendre sa retraite dans 5 ans, à la même date que la fin de son crédit. Il aura bataillé toute sa vie pour devenir propriétaire, et il s'est retrouvé coincé à rembourser le crédit d'un bien pour lequel il n'a jamais pu profiter. De plus, sa femme, insolvable, envisage de vendre le bien immobilier parce que les charges foncières ont explosé. Le problème est que la toiture de la maison nécessite des travaux avant la vente. Il faut garder en tête que tous les biens immobiliers ont perdu de leur valeur du fait notamment de la hausse de la taxe foncière et des nombreuses habitations à vendre. Il est donc dans une impasse. Qu'il vende sa maison en état ou refaite, il perdra quelques milliers d'euros. C'est son pire investissement, son bien immobilier. Pris au piège, il ne veut plus subir sa vie et qu'on décide du jour de sa mort. Il veut régler ce qu'il doit, payer sa dette financière et devenir libre, prendre sa liberté. Il ne pourra pas se permettre financièrement d'aller dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD, même s'il vivait plus de 70 ans. Il envisage sa retraite dans un pays étranger. Amine a réagi à sa dernière information. Pas moi. Mon ami a repris l'économiste en lui indiquant que tout le monde est concerné par la loi E70, les riches comme les pauvres. Henri a répondu par la négative. Ceux qui peuvent se permettre de se payer un EHPAD, ou qui peuvent justifier d'un certain revenu, pourront continuer à vivre, pas les autres. Cela m'a choqué, mais m'a moins touché qu'Amine. Il était sur les nerfs tout le restant du voyage. Contrairement à cet économiste, nous n'avions pas cherché à lire en détail la loi E70. En gros, les riches pourront vivre, pas les pauvres. Jour 7. Ils veulent la guerre ? Je me suis fait réveiller par Amine. Armé d'un sac de sport, il m'a demandé s'il pouvait utiliser mon rameur. Je possède une chambre qui me sert de salle de sport. On y trouve toutes sortes de poids, une cage romaine, un banc de musculation et un rameur récent. J'en ai déjà cassé 2. Ce dernier est très complet puisqu'il permet de travailler en dynamique plus de 80% des muscles. À plusieurs reprises, j'avais proposé à mon ami de venir s'entraîner à la maison. À chaque fois, il avait décliné mes invitations. Je pensais qu'il n'écoutait pas tous mes conseils sportifs. Je l'avais prévenu que le fait de perdre en souplesse, c'est devenir rigide. Et comme le souligne bien ce proverbe, l'immobilisme c'est la mort. Il avait donc écouté au moins d'une oreille et gardé mes informations dans un coin de son cerveau. Pendant que j'émergeais lentement de mon réveil brutal, Amine avait pris possession du rameur. Je l'entendais parler tout seul. Il marmonnait. Ils veulent la guerre ? Impossible d'entendre le reste. Quand je suis entré dans la chambre aménagée, qui possédait également une bibliothèque remplie de livres, Amine, en nage, tentait de reprendre son souffle. Profitant de l'air éjecté par le rameur et de mon mouvement régulier, Amine s'est placé devant la machine pour refroidir son corps et reprendre son souffle. Il m'a dit avoir réfléchi toute la nuit. Il avait une idée pour faire part de son mécontentement contre la loi E70. Concrètement, il s'approcha de moi, parlant un ton plus bas, de peur de se faire entendre. Son idée ? Faire sauter un établissement en construction qui accueillera des personnes riches de plus de 70 ans. Cela faisait déjà plusieurs mois que ce bâtiment était en construction. Amine avait fait le lien entre les dires de Henri et le bâtiment presque terminé. Il a sorti un feuillet recensant la construction à la même période de ces résidences assez particulières, sortes de mini-villages fermés au public, avec tous les services de proximité. On y trouvait même une piscine intérieure et extérieure, terrain de tennis. Rien n'avait été conçu au hasard. Il m'a expressément demandé si je savais fabriquer des explosifs.
Bien évidemment que je sais désamorcer mais aussi concevoir ce genre d'arme radicalement dangereuse. J'ai rapidement compris où cet ancien ouvrier du bâtiment voulait en venir. Il voulait faire tout le contraire de ce qu'il avait pu faire dans sa vie. Il désirait détruire et ne plus construire. Cette idée folle me plaisait bien. Nous étions dans le concret. Toute la journée, nous avons peaufiné notre action. Cela va de l'achat des produits permettant la fabrication d'explosifs au stockage de matériel dans le garage de mon ami. Même si les informations étaient présentes pour me rappeler que j'avais ôté la vie à un junkie d'un coup de couteau, j'envisageais déjà une autre action coup de poing cette fois-ci. Jour 8. Les courses et la préparation. Ce matin, nous avons acheté et stocké tout ce qu'il fallait. Juste avant, nous avons fait notre sport. Il nous fallait avoir du souffle pour nous enfuir si la situation dégénérait. J'étais quelquefois obligé de calmer l'empressement d'Amine. Il était hors de question pour nous d'entrer en action sans avoir repéré les lieux. Si nous étions pris sur le fait, je crois que nous serions rapidement jugés et nous ferions les frais les premiers de cette loi E70. Nous avons tout vu et revu de nombreuses fois. Nous avons étudié différents échappatoires et solutions pour nous en sortir. À la tombée de la nuit, nous nous sommes enfermés dans le garage d'Amine. Je lui ai montré comment faire une préparation chimique et comment procéder pour la fabrication de détonateurs. Pour des raisons que je vous laisse imaginer, je ne vous donnerai pas la formulation et les produits utilisés afin d'éviter une mauvaise utilisation de cet explosif facile à concevoir. Tard dans la nuit, nous nous sommes dirigés vers le site qui ne semblait pas être surveillé par un vigile ou par des caméras de sécurité. Juste un cadenas afin d'empêcher toute intrusion extérieure au chantier. Cela n'allait pas empêcher notre action. Notre objectif était simple. Provoquer un maximum de dégâts matériels et ainsi retarder au maximum la fin des travaux. Nous voulions aussi nous venger de la maltraitance des forces de l'ordre perpétrée sur les manifestants le jour 6. C'était aussi une façon de dénoncer cette loi inégalitaire. Elle ne s'appliquait qu'aux personnes les plus pauvres. Les riches étaient épargnés. Amine n'était plus l'homme éteint que j'avais connu. Il voulait mettre le feu aux poudres. Jour 10. Cratère. Il est 1h du matin. Cette ville relativement calme va être réveillée en sursaut par un bruit pouvant même faire sursauter les morts. Bien qu'éloigné sur les collines, ce bâtiment va attirer les médias pour la 2e fois dans la même région. J'ai demandé à Amine s'il voulait aller au bout de son acte, au risque de subir de graves conséquences. Il a hoché la tête, le regard fixe. Nous avons donc fait sauter le cadenas via une pince coupante. Nous avons placé nos charges de 5 kg ici et là, au niveau du bâtiment en construction. Sur le point de déclencher le détonateur et de prendre la poudre d'escampette, Amine m'a pris le détonateur des mains afin d'engager les charges explosives. Il voulait me montrer sa volonté de participer à cette action explosive. Instantanément, la charge a retenti, causant un cratère dans le sol. La poussière avait recouvert la voiture de mon coéquipier. Il ne restait plus rien de semblable à un bâtiment en construction. Amine et moi, nous nous sommes enfuis en mode sport. Nous avons placé la voiture dans le garage et comme des enfants ayant peur d'être pris en faute, nous nous sommes réfugiés chez Amine. Nous avons savouré notre victoire avec des boissons sans alcool et des chips. Il n'avait pas de martini blanco. Rapidement, les informations se sont emparées de ce fait divers. Je crois que j'avais un peu trop dosé mon mélange d'explosifs. Jour 11. Messages et doutes. L'infirmière est passée. J'ai dormi chez Amine. Comme je n'étais pas présent, elle m'a laissé un mot sur la table avec 2 pilules, me demandant de bien respecter mon traitement sous peine d'être de nouveau interné. Je savais une chose maintenant. L'infirmière avait accès à mon dossier médical lié à mon passé militaire. De plus, cette femme savait au moins communiquer par écrit. Je ne voyais pas le rapport entre ce traitement préventif et mon passé de soldat. J'ai pris mon hyperphone et j'ai composé son numéro afin de la rassurer sur la prise de mon traitement. J'en ai profité pour lui inventer une histoire et ainsi justifier mon absence. J'ai trouvé une copine. Des fois, je découche, mais j'ai promis de prendre mon médicament hebdomadaire. Il me fallait être plus prudent si je ne voulais pas éveiller des doutes concernant nos actions. Afin qu'Amine n'avait pas de soupçons, il était prêt à donner le même alibi que moi si la même question lui était posée. Je lui ai aussi conseillé de jeter son médicament non plus dans une poubelle, mais plutôt dans les toilettes. Comme prévu, pour la 2e fois, la région faisait le plein de journalistes dans les hôtels.
L'information locale, régionale et nationale était présente. En fin d'après-midi, j'attendais Amine au café. Il avait beaucoup de retard. Je pensais qu'il ne viendrait pas. Inquiet, je l'ai appelé. Il n'a pas décroché. Je tombais directement sur le répondeur. Cela ne lui ressemblait pas. À 19h, il est arrivé en sueur. Je lisais de la gêne dans son regard. Quand je lui ai fait part de mon inquiétude, surtout en période de canicule, il m'a dit de le rejoindre cette nuit à 1h du matin. Il était arrivé en trombe. Il est reparti en faisant crisser ses pneus. Un bruit venant de son coffre de voiture faisait penser à une charge lourde, à un tonneau qui cognait à chaque virage, accélération ou freinage. Jour 12. Kidnapping. 1h du matin. Je suis devant le garage d'Amine. Ce fou a kidnappé un journaliste. Attaché, les yeux bandés, cet homme connu dans le monde de la télévision devait faire passer un message. Choqué par son initiative, je lui ai demandé ce qui s'était passé dans sa tête pour agir de la sorte. Il m'a répondu que c'est moi qui l'avais inspiré. Il fallait qu'une action soit violente, marquante dans l'esprit des gens. C'est ce qu'il a fait. Heureusement qu'il avait régulièrement hydraté sa victime qui se promenait dans le coffre. Le reporter avait fini dans son garage, entre les bidons d'explosifs fabriqués par nos soins. Le message était clair et écrit de sa main. Nous n'allons pas nous laisser tuer sans réagir. Vous mourrez avant nous, pas de riches dans les maisons de retraite. Nous avons tous le droit au même traitement, la vie et les soins médicaux. LGDV en marche, on reviendront avec de nouvelles actions contre la loi E70. Le message possédait quelques fautes, ce qui pouvait brouiller les pistes. Je n'ai rien dit. Amine s'est excusé auprès du journaliste de l'avoir un peu malmené. Après avoir pris son adresse personnelle indiquée sur sa CNI, carte nationale d'identité, il a signalé à ce professionnel de l'information qu'il allait devenir une star dans le monde entier, chose qui ne manquera pas en effet de lui arriver. Il nous fallait maintenant redéposer cet homme le plus rapidement possible dans une zone non filmée par des caméras. Il nous fallait le faire avant que tout le monde, la police y compris, se mette à sa recherche. Nous l'avons donc déposé les yeux bandés, les mains attachées dans le dos, devant une carrière. 1 heure après, il était retrouvé par des ouvriers devant l'entrée du site. C'était un nouveau flash information avec pour titre « La guerre des vieux en marche ?» La même image est passée en boucle. Ce kidnapping n'aura duré que quelques heures, mais il avait marqué les esprits. Amine avait fait fort. Nous avions maintenant créé une identité à notre organisation. Nous n'étions que 2, mais nous espérions être suivis par d'autres personnes. Lorsque j'ai questionné mon ami kidnappeur sur sa méthode, celle d'enlever un journaliste sans se faire voir, il m'a indiqué avoir stationné son véhicule devant un hôtel pour passer un appel à Anne. Cette dernière ne répondait pas. En regardant en direction de l'hôtel, il a pu apercevoir des journalistes décharger leurs affaires. Sans hésiter un instant, Amine a mis une casquette sur la tête et est entré côté blanchisserie de l'hôtel. De là, il a pris un bac à linge et lorsqu'il a vu un journaliste de dos, il a foncé sur cet homme, le fauchant et le faisant ainsi tomber dans ce chariot. Ce dernier aurait pu se tuer sur le coup. Fort heureusement, il n'a été qu'assommé. En toute impunité, il a rapproché son véhicule de la blanchisserie et il a chargé tant bien que mal le journaliste dans le coffre et il l'avait attaché pieds et mains liés. J'imagine le traumatisme du journaliste. J'espérais pour Amine qu'aucune caméra ou personne n'avait relevé sa plaque d'immatriculation. Il ne semblait pas être inquiet outre mesure. Il tenait un discours visant plus à se dédouaner de son acte qu'il jugeait courageux. En attendant, il est vrai que maintenant, nous avions un contact direct avec l'extérieur. Ce journaliste allait nous servir de contact pour nous faire entendre. Amine se disait peu inquiet par rapport à son agissement. Il semblait plus se poser des questions sur le fait qu'Anne ne décroche pas son téléphone. Tout le reste de la journée, il n'a pas arrêté de regarder son mobile et à s'éloigner pour tenter de joindre son ami. Je m'en voulais. Je me disais que mon attitude lors du repas avait peut-être tout simplement vexé la femme sur laquelle il avait des vues. J'ai senti un peu de tension entre mon ami et moi le restant de la journée. D'habitude, nous arrivions à nous canaliser l'un et l'autre.
Nous faisions un. Lui ne prêtait plus aucune attention à nos actions LGDV qui passaient en boucle à la télévision. Pour tenter de lui changer les idées, je lui ai proposé d'aller manger dans un des rares restaurants gastronomiques du coin afin de fêter nos victoires et tenter de me faire pardonner de ma brutalité de ces derniers jours. Amine semblait en effet m'en vouloir, mais je sentais qu'il ne voulait pas que je lui fausse compagnie. Il a commencé à commander verre sur verre d'alcool. La nuit allait être longue. Les serveurs du restaurant l'ont rapidement compris. C'est la fin de l'épisode 3 de ce livre 2. Pour vous, Amine et Netzach vont-ils au-devant de problèmes graves? À leur place, quelle action coup de poing auriez-vous mené afin de lutter contre cette loi E70? Le prochain épisode, l'épisode 4, ira du jour 13, acte héroïque, au jour 25, avancé malgré le retard. En attendant le prochain épisode, je vous dis à vendredi pour la suite de cette aventure. À bientôt!